Alors CEC, c'est d'abord une ONG culturelle, donc qui a près de 40 ans maintenant aujourd'hui, qui est née dans les années 70 et qui a proposé aux Belges, à tous ceux qui voulaient passer dans la bibliothèque, a proposé une bibliothèque tout à fait singulière, qui proposait des livres de littérature africaine, plutôt francophone, et donc qui proposait de découvrir cette littérature. Très vite, une deuxième activité a été mise en place d'interrogation des stéréotypes qu'on a tous de façon inconsciente, sur la représentation qu'on se fait des Africains, de l'Afrique, et plus particulièrement, puisqu'on entretient une histoire assez particulière avec ce pays, avec les Congolais et le Congo. Et donc, dès les années 80, CEC va interroger des images tout à fait singulières, celles de la propagande coloniale belge, qui sont une des sources des stéréotypes qu'on a encore, puisqu'elles ont été assénées aux Belges pendant à peu près 80 ans, pour pas dire un peu plus. Alors c'est en fait une réactualisation d'une expo qui était née dans fin des années 90, début 2000, qui a été présentée au public belge en 2000. Et cette réactualisation a été voulue puisque des choses se sont passées entre 2000 et 2015, pour faire court. Énormément d'archives ont remonté à la surface, Et puis on a maintenant l'expression de ce que certains sociologues appellent les conflits de mémoire. Alors ces conflits existaient en fait, c'était des conflits plutôt politiques dans les années 50, et puis surtout post-indépendance. Mais du coup, aujourd'hui, on parle de conflits de mémoire et pas de conflits d'histoire. C'est-à-dire que les querelles d'historiens continuent en parallèle, mais surtout, on assiste à des relectures différentes des faits historiques et surtout de ce qu'on en retient, c'est-à-dire la mémoire. Et alors, pourquoi on arrive dans ce conflit de mémoire? Parce qu'il y a des générations qui ne se parlent ou qui n'arrivent pas à se parler. Les enfants d'ex-coloniaux, de gens qui ont vécu à la colonie, dans la colonie, sont interrogatifs, s'interrogent sur le passé de leur grand-père. Et puis il y a évidemment tout ce questionnement de la diaspora, qui est plus qu'un questionnement, c'est plutôt une revendication d'être reconnu dans la société belge, puisque la diaspora, pour une bonne partie, est composée de Belges, d'origine congolaise certes, ou autre pays africain, mais ils sont belges. Et donc il y a ces conflits. Et alors ces conflits parfois se manifestent par des choses plutôt physiques, sur des reliques publiques de la propagande coloniale, comme par exemple la statue équestre du roi Léopold II à Trône, qui est assez régulièrement peinturlurée de revendications diverses et variées. Et donc c'est ce qui nous a inspiré pour ce titre, qui est le titre original Notre Congo on the Congo, qui est en fait le titre repiqué d'une revue de l'époque, qui était un véritable leitmotiv, c'était Notre Congo. Et donc du coup il est barré sur l'affiche par un vôtre, voilà, et on laisse ça à l'appréciation du public. C'est l'expression du conflit de mémoire. Alors s'il y a un devoir de mémoire, c'est plutôt sortir d'un tabou et des non-dits, parce que c'est clair que cette histoire coloniale belge prend fin en 60, et en 60 elle est assez brutale, cette fin. Elle est brutale à la fois pour les Congolais, puisqu'une transition est extrêmement rapide, mais elle est surtout brutale pour les Belges qui vivaient au Congo, qui ont dû rentrer très vite. Et puis surtout, elle est brutale pour l'inconscient collectif, qui a été bercé de ces images pendant 80 ans. On a présenté une colonie modèle, faut pas oublier. On présente un Congo rêvé. Et puis soudainement, en 59, entre 59 et 60, il y a un gros souci. Il y a un gros souci parce qu'on va accéder à cette demande des Congolais de l'indépendance, et donc du coup on n'est plus du tout bercé par ces images, et la transition elle est extrêmement rapide et donc brutale. Alors s'il y a un devoir de mémoire, alors pendant ces 50 ans qui nous séparent, 55 pour cette année, il y a une espèce de mise dans le formol de toutes ces images. On les reclasse dans les greniers, on veut plus en entendre parler de ce Congo, puisque tout ça c'est du gâchis, c'est ce qu'on a beaucoup entendu
pendant 50 ans. Et puis aujourd'hui, eh ben, on en reparle. Et donc ce devoir de mémoire, il se situe plutôt là. C'est pas alors on n'est pas en train de dire on transmet quelque chose pour ne pas oublier. Nous, on transmet quelque chose pour justement découvrir que certaines perceptions des choses qu'on a vis-à-vis des Congolais et du Congo trouvent leur source dans ces images qu'on a oubliées, pour le coup. Et donc là, il y a un devoir de prendre conscience que ces images sont reliées à notre présent et surtout à notre futur. Alors il y a trois aspects. Le premier, c'est que la définition de la propagande, c'est une action systématique, psychologique, exercée sur une opinion, qu'elle soit publique ou privée, en vue de la faire pencher dans un sens ou dans un autre. Alors une fois qu'on a défini généralement la propagande, et il y en a encore beaucoup de la propagande, il faut reprendre, comme dit Anne Morelli, qui est professeur d'histoire à l'ULB, il faut reprendre tous les discours qui promeuvent la guerre, qu'elle soit en Afghanistan, en Irak, en tout cas les interventions militaires. Ces discours sont œuvres de propagande. Ils ont tous un alibi, un agenda caché. Alors une fois qu'on a défini ce qu'est la propagande, si on l'applique à ce contexte colonial, eh ben, on est clairement dans quelque chose pour faire pencher l'opinion publique. Il ne faut jamais oublier qu'en 1885, quand Léopold II obtient ce territoire qu'est le Congo à la conférence de Berlin, l'opinion publique belge n'est pas du tout acquis à la cause coloniale. Et c'est donc ce lavage des cerveaux systématique qui va être opéré pendant 80 ans. Alors ce qui est assez singulier, c'est que ça commence avant 1885, puisque l'administration de Léopold II a cette perception qu'il faut faire pencher l'opinion publique avant même d'aller voir les autres puissances pour aller négocier, et elle va se poursuivre après, puisqu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce rideau qui est tiré en 1960, c'est pas pour autant que la perception et les images ne vont pas encore jouer dans les esprits belges. Donc elle est systématique. Elle est redondante et surtout elle est assez linéaire dans le temps. Quand on la regarde entre 1885 et 1960, le discours change à peine en fait. Et elle utilise toutes les techniques à disposition qui vont au fur et à mesure de ces 80 ans émerger. La photo, le cinéma, ainsi de suite. Alors le stéréotype dans la propagande coloniale belge, c'est d'abord une dévalorisation totale des Congolais. Elle sert un intérêt politique, un intérêt économique, qu'est la colonisation. La colonisation, c'est la domination de l'autre pour occuper son territoire, avec une perspective économique. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le début de la révolution industrielle et qu'on a besoin de matières premières, on a besoin de main-d'œuvre pour extraire cette matière première au Congo notamment. Et donc du coup, on est dans la dévalorisation du Congolais, on raconte que le Congolais n'est pas capable de travailler, n'est pas capable de gérer son territoire, et surtout elle va se caractériser par quelque chose qu'on retrouve encore actuellement et qui est assez insoutenable, puisque ça n'est pas du tout une vérité historique, c'est que avant l'arrivée des colons belges ou étrangers, et ça on retrouve ça chez tous les empires coloniaux européens, l'Afrique n'est rien. L'Afrique est un continent obscur, peuplé de gens complètement arriérés, qu'il va falloir aider. Et ça, c'est le principal alibi de cette propagande, c'est qu'on n'est pas là pour des raisons économiques, on est là pour les aider. Alors, pourquoi je dis que ça trouve encore beaucoup trop de résonance encore aujourd'hui, c'est que on enseigne très peu l'histoire, et c'est une histoire longue, l'histoire africaine, du continent africain, elle est très très longue, elle est multiple, elle est extrêmement complexe, et donc du coup, pour beaucoup de jeunes gens encore aujourd'hui, l'Afrique, elle naît avec les colonies, alors qu'elle a toute une histoire antérieure et qui est extrêmement intéressante et qui surtout a influencé énormément de continents, dont le nôtre, le continent européen. Alors le titre décoloniser les esprits, c'est intéressant parce qu'on l'a repris, on l'a volé, on l'a emprunté plutôt à un auteur nigérien dont le nom est assez imprononçable, il va falloir me pardonner, auteur qui est à l'origine d'un livre qui s'appelle Decolonizing the Mind, et ce livre en fait est pas du tout une adresse aux Européens, c'est une adresse aux Africains eux-mêmes, et il pose toute la problématique et les questions autour du post-colonialisme. Qu'est-ce qu'on fait quand notre culture a été parfois
piétinés, influencés très fortement par les actions du colonialisme, qu'ils soient belges, français ou anglais. Donc décoloniser les esprits vient de cette invective de certains intellectuels africains aux Africains eux-mêmes. Ensuite, je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'influence de ces images, l'influence de la propagande coloniale est encore malheureusement tous les jours à l'œuvre dans les esprits, consciemment ou inconsciemment. Il n'y a qu'à reprendre à plus ou moins grande échelle, hein. Alors je donne un exemple sur une petite échelle. Dans notre vie de tous les jours, on a une perception, vous et moi, encore une fois, les stéréotypes sont pour grande partie inconscients. Ce sont des réflexes de survie, parce qu'il faut que l'être humain est ainsi fait, il faut qu'on classe très très vite les gens, et donc pour se rassurer par rapport à des situations de stress. Et donc du coup, quand on est soumis à des situations de stress, ou en tout cas soumis à des situations compliquées pour l'esprit, on classe. Et donc comment on classe les Africains? Avec des stéréotypes qui trouvent leur source. Alors c'est pas la seule source, hein, la propagande coloniale, mais dans ces images, parce que ces images ont été répétées. Il faut imaginer qu'elles ont été répétées dans la presse, elles ont été répétées dans la vie quotidienne des Belges, dans l'histoire, dans les cours d'histoire, dans les cours de géographie à l'école, jusque dans les années 80. Donc, si vous voulez, les générations aussi ont transmis dans les cellules familiales ces images tronquées, ces images mensongères et ces perceptions très éloignées de la réalité sur les perceptions des Africains. Alors ça, c'est dans les sphères privées, hein, la transmission familiale. Et puis ensuite, il y a la sphère publique et notamment politique. On est à CEC, on est toujours un peu interloqué d'entendre certains propos. Par exemple, les propos de l'actuel ministre de l'intégration, Theo Franken, alors pas en tant que ministre puisqu'il ne l'était pas à l'époque, mais en 2007, Theo Franken vient dire que la diaspora juive, la diaspora chinoise, au passage il confond les religions et les nations, sont une plus-value dans l'immigration, mais certainement pas la diaspora congolaise. Alors d'où vient cette appréciation, d'où vient ce jugement? Nous on pense que ça vient aussi des stéréotypes qu'on porte et qu'on nous a transmis au fur et à mesure de ces années. Et tant qu'on sortira pas et tant qu'on n'aura pas interrogé jusqu'au bout, parce que le travail va être long et difficile, ces perceptions, on n'aura pas de dialogue avec l'autre, on n'aura pas de dialogue nord-sud, on n'aura pas de dialogue avec les gens ici en Belgique qui sont aussi porteurs d'une histoire et d'origines diverses et variées, et donc on n'aura pas de dialogue interpersonnel et intergroupes sociaux. Et ça, du coup, c'est difficile dans la vie de tous les jours. Et donc ça donne des tensions, qu'elles soient sociales, économiques, etc. Alors déjà, il y avait eu un travail, c'est ce que je racontais tout à l'heure, dans l'histoire de CEC, il y a un long travail, notamment par une personne qui a longtemps travaillé chez nous, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Jean-Pierre Jacquemin, mais qui aujourd'hui a quitté son poste, et qui était quelqu'un d'érudit sur le sujet, et qui a déjà beaucoup décrypté les images dont on disposait. Ensuite, nous, on a pris le temps de décrypter ces images. Alors, ce qui est toujours difficile avec la propagande coloniale belge, c'est que le contexte de cette propagande, c'est-à-dire l'arrière-boutique, le décor, a quelque peu disparu. C'est-à-dire que les archives sont assez rares. Ceci dit, elles sont existantes pour une infime partie, et elles donnent un éclairage tout à fait intéressant sur la manière dont on concevait ces images et la manière dont on imaginait le discours. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, qu'on montre aussi, c'est que derrière les images, derrière les films, derrière même un discours, il y a un autre discours. Et il y a un discours sous-jacent qui, lui, va agir inconsciemment. Donc, on a pris du temps, et puis surtout on a opéré avec notre coordinateur scientifique qui lui a un savoir en la matière, qui est historien franco-congolais, mais qui a vécu aussi pendant une partie de sa vie l'époque coloniale au Congo. Il s'appelle Elikia Mbokolo, et avec Elikia on a regardé ces images. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on les a regardées avec notre point de vue ici de personnes vivant en Belgique. Lui les a regardées avec son point de vue de personnes vivant en partie à Kinshasa, en partie à Paris et parfois aussi en partie en Belgique. Et donc on avait comme ça une double lecture sur chaque image. Et puis on les a regardées avec
avec le regard, en essayant de poser notre regard et de le contextualiser par rapport à une époque, par rapport à un contexte. Hein. Si on prend une image de 1892 par exemple, il faut la regarder aussi avec le contexte de l'époque. Et puis on a essayé de la regarder avec nos yeux d'aujourd'hui. Parce que on a conscience que les visiteurs qui viennent voir l'exposition les regarderont d'abord avec leurs yeux d'aujourd'hui pour ensuite essayer de les comprendre avec les yeux de l'époque. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais et c'est ça qui est difficile comme exercice. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on retrouve des systématiques, on retrouve une dévalorisation des Congolais, on retrouve aussi des Belges dans une posture toujours valorisée, toujours montrant quelque chose, et donc à force de montrer ce genre de choses, bah forcément on y croit, ça rentre, et puis pour beaucoup de personnes, ces images ont été la réalité historique pendant de trop nombreuses années. Bah par exemple que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Hein, c'est pas moi qui écris ça, c'est un ancien président de la République française qui s'exprime devant une université qui s'appelle Cheikh Anta Diop, du nom d'un historien érudit et émérite africain qui a beaucoup apporté dans les dialogues dans les débats entre les historiens européens et africains. Oui, Sarkozy, le discours de Sarkozy qui a été commenté par énormément de personnes, soit en bien, soit en mal. Donc déjà, ce côté un petit peu, comment dire, ce côté complexe qu'on voudrait présenter entre l'Afrique et cette grande histoire européenne, le côté très peu connu de la civilisation africaine n'arrange rien. Alors un des stéréotypes qu'on entend encore beaucoup trop aujourd'hui, c'est par exemple, l'Africain est très bon en sport, les Noirs sont très bons en sport, les Noirs sont très bons, ont un don pour la musique, ont le sens du rythme. Alors tout ça, ça sort pas non plus de nulle part. Hein. Pourquoi est-ce que les Africains auraient un sens du rythme inné? Pourquoi est-ce qu'ils seraient plus musclés pour arriver à dépasser les uns et les autres dans des compétitions de sport? On trouve un élément de réponse aussi dans la propagande coloniale. On a valorisé, c'est un des rares faits, un des rares attributs valorisés, un des rares stéréotypes positifs qu'on donnait aux Congolais, aux Congolaises et aux Africains en général, c'est la musique, le sport. Alors, quand on y réfléchit un peu, ces activités sont valorisantes, peut-être, mais elles sont pas intellectuelles. Et donc, du coup, ça évite de porter les Africains et les Congolais sur des activités un peu plus intellectuelles et donc, du coup, à responsabilité. Et tout ça se retrouve, nous, on le voit très très bien, dans par exemple les publicités d'aujourd'hui. Très très rares sont les publicités actuelles qui vont présenter un homme noir ou une femme noire, la fleur dans l'âge, avec une cravate, une chemise, un complet, bref, dans le rôle du banquier par exemple. Très rares sont les publicités qui vont présenter un noir dans une posture de responsabilité ou dans une posture de chef par exemple, qui va avoir une responsabilité sur un certain nombre d'autres personnes. C'est très rare. Alors l'Africain est relégué, ou la personne noire est toujours reléguée à des activités sportives, musicales. Ça, dans la publicité actuelle, on le voit beaucoup. Et puis, ces stéréotypes, c'est aussi ça qui est intéressant aujourd'hui de comprendre, engendrent des discriminations. Hein. Les derniers rapports du Centre pour l'égalité des chances ici en Belgique sont très clairs. Par exemple, la diaspora congolaise est la plus qualifiée en Belgique, c'est-à-dire que c'est la diaspora qui a le plus de diplômes, hein, si on reprend les gens issus de l'immigration, et pourtant c'est celle qui est le plus au chômage. Donc là, il y a peut-être des choses à questionner. C'est pas un automatisme, hein, cette discrimination en vertu de ces deux chiffres que je donne, enfin ces deux faits, mais il y a quand même des choses à interroger derrière ces faits sociaux économiques. Et des stéréotypes, il y en a encore beaucoup trop. Il y en a un peu de partout dans la presse. Et un dernier stéréotype. Il n'y a qu'à voir la couverture que font les journalistes. Alors je dis pas que c'est conscient, encore une fois c'est tout à fait inconscient, sur une épidémie comme celle d'Ebola en Afrique. Hein, on présente des pays africains comme incapables de se sortir de cette maladie, alors que la réalité est quand même un peu plus complexe. Et puis surtout on utilise un vocabulaire assez étrange et qui renvoie à des vocabulaires, des phrasés de l'époque coloniale. Par exemple, un quotidien dont je ne vais pas citer le nom,
francophone ici en Belgique, titre en octobre 2014 « Ebola, retour en enfer ». Alors cette dialectique de l'Afrique comme étant un espèce d'enfer, et avec le sous-entendu que les Européens vont y mettre fin, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est encore trop souvent dans la presse et utilisé aussi dans le vocabulaire. Ouais, alors c'est une question que posent souvent les élèves quand on réfléchit aux stéréotypes avec eux. Moi personnellement, je pense que c'est en effet, bon, avant Obama, il y a quand même l'arrivée de Nelson Mandela à la tête de l'Afrique du Sud. Je pense que la première césure, elle est là. C'est la première fracture. Après, évidemment, le summum en termes d'image, toujours, hein, c'est l'arrivée d'Obama aux affaires aux États-Unis. L'homme le plus puissant du monde devient noir. Enfin, on dit Obama est noir, mais en fait, Obama est métis. Autre sujet très problématique dans le monde, est-ce qu'Obama est blanc? Est-ce qu'il est noir? Il est vraiment entre les deux. Ça aussi, la question du métissage dans la propagande coloniale, elle est extrêmement compliquée et elle continue encore ses effets dans les discussions aujourd'hui. Soit, je referme la parenthèse, si on considère qu'Obama est noir, oui, indéniablement, il y a une fracture, il y a une cassure dans la tête des gens. Il y a un gars qui vient faire un discours un jour, il vient d'accéder aux plus hautes fonctions du monde, si on prend l'Empire américain comme étant quelque chose d'extrêmement important et surtout au-dessus de tout le monde, et il vient en chemise, en cravate, enfin voilà, il est en même temps très cool dans sa communication, il a aussi une fracture interne au niveau national dans sa manière de s'exprimer, mais l'histoire montre, hein, puisqu'on est à la fin du mandat d'Obama, il ne se représentera pas puisqu'il vient de terminer son deuxième mandat, on voit très bien qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, les récentes tueries, les récents drames, les récentes arrestations arbitraires, donc ça vient entacher, si vous voulez, cette espèce d'idylle qu'on a entre à la fois une partie de la presse mais aussi une partie de la population qui se dit ah bah ça y est, c'est fini. Non, c'est pas fini, puisqu'en fait, certes, les stéréotypes ont pu être interrogés vis-à-vis de l'arrivée d'Obama, mais le problème c'est que la réalité rattrape l'image. Et moi je me souviens d'un titre d'un quotidien français à l'arrivée d'Obama en 2008, beaucoup de journalistes ont eu cette phrase comme quoi l'Amérique avait rendez-vous avec son histoire. Quand je regarde un petit peu tout ça, moi déjà à l'époque j'étais un peu dubitatif, un rendez-vous avec l'histoire, c'est pas seulement une histoire d'image et de communication, c'est aussi une histoire de refonte d'une société, d'un questionnement collectif. Nous, c'est ce qu'on essaye, alors à notre échelle, hein, c'est ce qu'on souhaite apporter dans le débat public, en interrogeant ces stéréotypes, les discussions pour faire avancer une société, pour faire avancer les croyances collectives et donc du coup faire avancer les dialogues collectifs. Alors Obama a participé, c'est indéniable. L'arrivée même d'Obama participe, mais on voit bien que ça a ses limites et des grosses limites quand même. Ah, c'est une bonne question. Les motivations donc personnelles en dehors de CEC. Parce que c'est insupportable le racisme au quotidien. D'abord parce que j'ai des amis, j'ai des copains qui sont noirs, qui sont jaunes, qui sont bleus et qui subissent des discriminations. Et que quand on se rend compte que le lien est assez évident entre ces discriminations et ces stéréotypes qu'on interroge, on a vraiment envie d'y travailler et de trouver l'énergie même quand les choses sont un peu plus difficiles. Déjà ça, et puis quand on a des enfants, on a envie de se dire que on va pas leur léguer une société où les conflits sont multiples et où les conflits raciaux continuent. Donc du coup, on a envie aussi de se dire que pour les générations qui arrivent, il faut qu'elles soient conscientes de tout ça pour avancer, et surtout parce qu'aujourd'hui, on s'achemine vers des années qui en tout cas laissent présager des choses assez violentes. Ce qui se passe en Méditerranée en ce moment, c'est aussi une violence qui est due aussi à des actions postcoloniales. Donc on voit bien aussi qu'on est dans des sociétés où le repli sur soi arrive, où le repli sur soi est de plus en plus là, et que ça peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer avec cette Europe qui regarde ces naufragés à Lampedusa et qui regarde tous ces migrants qui arrivent de plus en plus pour des raisons économiques, politiques,
des raisons qui sont pas étrangères aussi aux actions politiques européennes, faut pas être dupe, et qui font comme si on était étranger, c'est insupportable. Et donc c'est oui, c'est ces drames c'est ces petits et grands drames quotidiens qui moi en tout cas parce que si vous voulez, il y a ça aussi dans les stéréotypes. C'est-à-dire que moi je suis blanc, donc j'ai cette conscience que les stéréotypes, je les subis pas au quotidien. Par contre, les gens qui les subissent, c'est un drame, c'est un petit drame, hein, quotidiennement. Et donc voilà, une fois qu'on a conscience de ça, je pense qu'on peut plus rester froid vis-à-vis du sujet. Une fois qu'on est pris le doigt dans l'engrenage de ah mais oui j'ai compris que, et vis-à-vis de l'histoire, et puis surtout, en fait moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on ne répète pas les erreurs du passé, qu'on ne répète pas les histoires, et pourtant on s'achemine visiblement là comme ça aujourd'hui vers des répétitions assez dramatiques. Bah justement, le conflit des mémoires et l'autocensure de certaines personnes. En fait, c'est ça qui est frappant. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, premièrement, on s'est battu à CEC pour obtenir des subventions pour cette expo, mais on s'est pas battu, on nous a pas... Enfin voilà, on a reçu le soutien d'institutions importantes, et on est très content de constater qu'aujourd'hui, en 2015, enfin, certaines institutions s'ouvrent au dialogue et s'ouvre au débat, puisqu'il faut se dire qu'en finançant cette exposition, nous les buts étaient très clairement affichés, donc ces institutions ont très clairement aussi participé à cette dialectique. Ça c'est la première chose. La deuxième chose où il faut tout de suite rassurer, c'est que contrairement à ce qu'on croit, l'accès aux archives, puisqu'on a beaucoup recherché, n'est plus comme avant, hein. Il faut s'imaginer qu'avant, dans les archives, il fallait avoir des appuis extrêmement importants, on vous cachait des archives, etc. Alors qu'il y a des archives encore cachées, non transmises, c'est un fait. Il y a des archives qui gênent encore, ça c'est sûr, pas forcément là où on attend qu'elles gênent, mais ça c'est certain. Mais moi le premier problème auquel on s'est confronté, c'est l'autocensure des gens, soit dans les discussions qu'on avait avec les différentes personnes ressources, ou même dans les institutions elles-mêmes. On constate que cette histoire coloniale belge, les images coloniales sont encore à interroger d'une part, mais aussi sont encore à digérer par certaines personnes. C'est toujours assez questionnant de tomber sur des personnes qui n'ont pas forcément connu le temps colonial et qui pourtant sont effrayées à l'idée d'en parler, ou en tout cas à l'idée de vous donner l'accès à un certain nombre de choses. Et tant que on sera dans cette autocensure individuelle et du coup collective, parce que la somme de toutes ces autocensures individuelles font qu'aujourd'hui on n'avance pas sur certains domaines au niveau collectif, on n'avance pas. Donc je pense que c'est ça aussi, faut que ensemble on crée des déclics pour que les personnes soient confortées qu'aujourd'hui il n'y a plus rien à craindre, premièrement, parce que les temps économiques ont changé quand même au Congo. L'influence de la Belgique est en train aussi depuis un certain nombre d'années de diminuer, parce que d'autres puissances et d'autres intérêts économiques sont présents, et donc d'une part rassurer les personnes pour leur dire qu'il n'y a plus rien à craindre vis-à-vis de ce passé, mais aussi interroger les transmissions, et c'est là où je pense que ça joue beaucoup, les transmissions interfamiliales ou intercollectives de personnes qui n'ont pas forcément connu la colonie, mais qui sont encore dans cette dialectique de tabou, ou en tout cas il y a des freins, et c'est ça a été le principal obstacle. Malgré les freins, vous semblez garder l'espoir. Ah oui, de toute façon ça va bouger. Moi, et ça bouge. On voit bien aujourd'hui que ça bouge. La revendication pour une place Lumumba à XL montre bien que maintenant on n'en est même plus à discuter sur qui est Lumumba. Il y a une partie de la population belge qui paie des impôts en Belgique, qui participe à une vie communale en Belgique, qui participe à une vie collective en Belgique, qui réclame à un moment donné symboliquement
le nom d'une place. Alors ce qui est tout à fait là aussi incroyable, c'est que la Belgique est le seul pays à ne pas avoir baptisé soit une rue, soit une place au nom du premier ministre congolais, alors que des pays qui ont a priori rien à voir avec l'histoire du Congo, comme l'Azerbaïdjan par exemple, a une rue ou une place au nom de Patrice Lumumba. Donc cet exemple par exemple, mais là où je suis là où je pense qu'il faut être extrêmement optimiste, c'est que les générations sont de toute façon vont jouer un rôle là-dessus. C'est pas possible, je peux pas m'imaginer qu'aujourd'hui des enfants ou des petits-enfants qui sont dans des familles dont les aïeux sont en train doucement de vieillir grandement, ou qui sont morts d'ailleurs, ou qui sont déjà morts, et dont on vide quand on vide ces maisons, on se pose énormément de questions. Quand on va voir les greniers, les enfants se posent énormément de questions. Pourquoi est-ce que le grand-père avait une histoire avec ce continent, avec ce pays qu'est le Congo? Et donc il demande des comptes. Il demande des comptes aux générations antérieures, et c'est là que les choses vont bouger. C'est que soit alors on leur transmet une histoire officielle qui correspond plutôt aux critères de la propagande, mais ça c'est difficile aujourd'hui puisque le monde bouge, l'information est extrêmement rapide, on peut aussi aller se documenter ailleurs que dans la cellule familiale, et donc je pense que le temps va jouer, et puis les générations, le dialogue entre les générations jouera aussi va jouer un rôle majeur, et déjà en fait, on est déjà au bout du tunnel en fait, hein. La lumière est presque en train de nous aveugler, et dans quelques années, on aura, j'espère, en tout cas, on sera sorti totalement de ces non-dits, de ces tabous, de ces dialogues complexes. Julien Trudahu, merci.